on arrive à identifier que sur les investissements qui vont vers la transition énergétique, le marché de la dette durable représente environ 45%. Les États-Unis ont été une grosse source de green bond parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'émissions des municipalités locales. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la Chine qui a pris le relais de la croissance et de l'arrivée des nouveaux émetteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que 2026, c'est une grosse année d'échéance du marché des obligations vertes. Le Talk Finance Responsable, un podcast idée l'info durable, présenté par Ariane Khosrowshahi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk Finance Responsable. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'univers de la dette durable. Vous avez sûrement entendu parler des obligations vertes, des obligations durables, des obligations de transition. Derrière ces termes techniques se cache une réalité concrète, diriger les flux financiers vers la transition écologique et sociale. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble les différents types d'obligations durables et analyser les tendances qui façonnent le développement du marché de la dette durable. Pour cela, je suis accompagnée de Marie Lassenior, qui est directrice de l'analyse financière et ESG, ainsi que membre du comité exécutif de Crédit Mutuel Asset Management. Bonjour Marie. Bonjour Ariane. Alors pour commencer déjà, quand on parle de dette durable, on parle de quoi concrètement ? C'est assez vaste comme définition. On peut englober assez communément, c'est les obligations vertes, les obligations sociales, les obligations durables, les obligations indexées sur la durabilité, qu'on appelle les SLB, les Sustainability Linked Bonds. On a aussi les prêts, donc ce qu'on appelle les green loans. Donc là, c'est plutôt des prêts qui sont faits par des banques pour des corporates. Tout ce qui est du prêt à une entreprise, à un État, à une agence multinationale, qui va diriger finalement cet argent vers une finalité environnementale ou sociale positive. C'est ça le marché de la dette durable. Après, il y a des spécificités. Si jamais on va financer spécifiquement certains projets, comme pour les obligations vertes, ou si on va financer le tout venant de l'entreprise, parce que cette entreprise-là est vertueuse, comme pour les SLB, ça va varier, mais voilà les différentes formes que ça peut prendre. Alors c'est un marché qui est relativement nouveau. Depuis quand il est né et qu'est-ce qui a vraiment lancé finalement ce marché de la dette durable aujourd'hui ? Alors, il est nouveau dans son état mature. En revanche, il existe depuis 2007, voire un peu avant. Alors, en 2006, on a vraiment la première obligation sociale qui revient après sur le marché plutôt dans les années 2010. Et en 2007, on a le premier green bond, donc obligation verte, émise par la Banque européenne d'investissement qui s'appelle le Climate Awareness Bond. Donc, une obligation qui vient financer des petites entreprises européennes qui mettent des petites entreprises ou des petits projets qui sont assez risqués, pas forcément matures, et qui viennent adresser des sujets liés au changement climatique, qui est déjà une réalité, évidemment, début des années 2000, qui les consolide et qui appose sa garantie de Banque européenne d'investissement. C'est dans sa mission que d'aller diriger les flux vers ces projets-là. Et vient ensuite vers le marché, coté, obligataire, donc des investisseurs institutionnels comme nous, et qui va dire, j'émets un Climate Awareness Bond qui est fait de plein de petits prêts à des entreprises ou des projets qui investissent dans la transition climatique. Sauf que je vous mets une garantie avec un taux de défaut très faible. Un niveau de coupon un niveau de coupon en ligne avec ce que vous pourriez attendre par ailleurs. Ça, c'est la naissance du marché qui ensuite est converti par la Banque mondiale qui vient émettre. Et une accélération avec la mise en place des standards de marché. 2011, le Climate Bond Initiative qui met en place un standard. 2014, l'Association internationale des marchés de capitaux, qu'on appelle ICMA, qui met en place les Green Bond Principles, pardon pour tous les anglicismes, mais les principes structurants des obligations vertes. C'est comme ça qu'on est passé en fait d'un marché de niche finalement à un marché qui s'est étendu. Exactement, parce qu'il s'est standardisé autour de utilisation des fonds, process pour l'évaluation, c'est-à-dire qu'en gros, ça ne fonctionne pour des obligations vertes ou sociales ou durables que si les fonds vont vers certains types de projets qui sont communément admis comme ayant une finalité, on va dire, positive pour l'environnement et la société. Ensuite,
le process que l'entreprise ou l'entité met en place pour sélectionner ses projets et pour les gérer. Parce que dans la vie d'un... On va prendre un exemple après très concret pour pouvoir se projeter. Mais dans la vie d'un financement, à l'intérieur, il y a potentiellement des prêts qui durent que 1 an, 2 ans. Et du coup, il faut les remplacer et redistribuer cet argent vers un autre projet. Attention, c'est pas du tout... le marché de la dette durable n'est pas du tout un marché qui, économiquement, fonctionne sur les flux des projets sous-jacents. C'est-à-dire qu'on prête de l'argent potentiellement à une entreprise, elle les alloue à des projets de déploiement d'énergie renouvelable et de gestion des déchets. Mais ensuite, si ces projets à elle échouent ou ne rapportent pas le retour sur investissement potentiellement qu'ils avaient en tête, ça n'a pas d'impact sur l'investisseur parce que le prêt au départ, il est assumé par l'entreprise dans sa globalité. D'accord. C'est important à avoir en tête parce qu'on peut souvent penser qu'on vient financer un projet et que l'investisseur porte le risque du projet. Non, et en fait, c'est là où ça a pu prendre et que ça a pu accélérer. C'est que le marché est devenu plus mature avec une demande identifiée. Il y a eu des fonds qui se sont créés qui étaient dédiés à de la dette durable. La réglementation européenne avec la taxonomie. Le standard européen des green bonds qui s'est mis en place fin 2024. SFDR, donc la réglementation sur la transparence des fonds d'investissement. Pour les fléchés qui vont, on en parlera, mais qui vont potentiellement diriger des flux vers ces types d'actifs, donc il faut qu'il y ait de la disponibilité. Donc c'est un peu tout ce mouvement-là qui fait que depuis 2020, et bien sûr, le Covid, avec les obligations sociales aussi, on va en reparler après. Donc finalement, le marché s'est structuré d'année en année. Est-ce qu'on peut dire que voilà, le marché de la dette durable est devenu un pilier de la transition écologique aujourd'hui ? On arrive à identifier que sur les investissements qui vont vers la transition énergétique, le marché de la dette durable représente environ 45%. Donc 45% aujourd'hui des 2000 milliards annuels qui vont vers la transition énergétique viennent de obligations vertes, prêts verts, private equity dédiés sur des projets d'infrastructure. Le reste, c'est moins facile de l'identifier. Il vient de projets, on va dire, plus larges où là, on mesure et on trace moins. Donc oui, ce marché-là, 45%, on peut se dire qu'il devient structurant dans le financement de notre transition énergétique. Mais il y a toujours un fossé entre les besoins de financement de la transition et l'adaptation au changement climatique. Et là, je parle juste du pan vert, je ne parle même pas du pan social durable, qui a besoin d'accélérer parce que on va parler un peu des chiffres, mais là, sur les grandes masses, on est sur les 4-5 dernières années, on est à peu près au même niveau d'émissions par an. On aurait besoin au moins du double. D'accord. Alors justement, on parle de taille du marché. C'est quoi la taille du marché en 2025 pour la dette durable de manière générale ? Alors, si on inclut, donc encore une fois, le périmètre de green, social, durable, SLB, transition bonds, enfin, toutes les autres formats les qui bonds existent, innovants. on est en cumulé à 6 500 milliards de dollars. Cumulé parce que on compte la dette qui a été émise potentiellement en 2018 et qui n'est pas arrivée à maturité, et en 2019, etc. Par an, le marché, depuis environ 4 ans, ça dépend de comment on compte et le périmètre qu'on intègre, mais il faut retenir 1000 milliards de dollars qui est émis par an sous telle ou telle forme de dette durable dans le monde. Et donc, ça fait quelques années que justement, ça stagne un peu. Ça stagne dans les volumes globaux, mais il y a des grosses dynamiques et des grosses variations à l'intérieur de ces volumes. Alors, la distribution entre les différents green, social, etc., elle est relativement stable si on sort de la fenêtre Covid. En revanche, on voit que les régions qui alimentent ce marché ont fortement varié. Parce qu'au début, justement, quand la dette durable est née, c'était l'Europe qui a soutenu le marché. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Et les États-Unis. L'Europe, en fait, il y a eu plusieurs phases. Donc, il y a eu d'abord les agences supranationales, enfin les banques de développement, et puis ensuite, on a vu ce qu'on appelle les corporates, donc les entreprises non financières arriver, puis les banques. Les États-Unis ont été une grosse source de green bonds parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'émissions des municipalités locales. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la Chine qui a pris le relais de la croissance et de l'arrivée des nouveaux émetteurs. Ce qu'on observe,
c'est qu'aux États-Unis, on a sur le stock d'entreprises ou d'entités qui ont émis de la dette durable, elles ne reviennent pas sur le marché sous cette forme. Elles vont se financer, mais avec, on va dire, des obligations anonymes, qui n'ont pas de nom ESG ou social. Pourquoi ? Bien évidemment, puisque c'est assez mal vu en ce moment aux États-Unis d'émettre enfin, en tout cas d'afficher des ambitions ESG avec le backlash politique qu'il y a. Ça, c'est depuis quelques temps. Enfin, c'est assez récent. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de projets financés. Et en tout cas, en affichage, dans le marché des obligations, c'est un autre sujet, on pourrait y revenir après, mais dans les États-Unis, vraiment, on tarit la source d'émissions qui venaient de cette zone. En Europe, on est sur une maturité de marché, c'est-à-dire qu'on a plus d'émetteurs qui reviennent, c'est-à-dire que c'est des émetteurs récurrents. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le framework, donc le contrat de marché avec lequel ils vont émettre des obligations vertes. Et ils reviennent. En revanche, on a moins de ce qu'on appelle les primo-émetteurs. C'est-à-dire qu'on a moins d'arrivées de nouveaux acteurs qui se disent « Ah tiens, je vais utiliser ce format pour me financer, c'est intéressant ». En Asie, en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup plus de primo-émetteurs que d'émetteurs qui reviennent sur le marché, tout simplement parce que c'est un marché qui est en forte croissance. Que ça fait aussi miroir avec les investissements massifs notamment de la Chine en Asie, sur l'électrification, les énergies renouvelables, et qui peuvent aussi se financer via ces formats-là. Donc ça, c'est la dynamique pays qui vraiment fait que ça a créé en fait des relais de croissance qui ont permis de combler l'environnement un peu géopolitique un peu incertain et l'environnement de backlash anti-ESG. Et depuis le début de l'année, depuis le début de l'année 2026, c'est quoi un peu les grosses dynamiques sur ce marché ? La dynamique est assez bonne, notamment parce que l'année dernière, le premier trimestre avait été assez mauvais en émissions. Et que ce qu'on a vu, c'est que les chiffres de l'année dernière étaient... Si vous mettez de côté le premier trimestre en 2025, le reste de l'année était plutôt bon. Et donc là, cette année, on voit qu'il y a une bonne reprise des émissions. Et bien sûr, alors c'est difficile de généraliser parce que les dynamiques sont très différentes en fonction des formats, qu'on a des nouveaux formats qui émergent. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une adoption beaucoup plus rapide du format Green Bond européen qu'on ne l'attendait. Et ça se matérialise. On le voit depuis le début de l'année, on le voit depuis en enroulant. En fait, aujourd'hui, il représente au premier trimestre, je crois, 12% du gisement des obligations vertes européennes. On était à 8% au troisième ou quatrième trimestre 2025. Donc, vous voyez qu'il y a une plus forte représentation de ces formats-là qui arrivent sur le marché. Pareil sur des formats plus alternatifs. C'est-à-dire, il faut se dire que je ne l'ai pas décrit tout à l'heure, mais dans le marché de la dette durable, il y a environ 60% de green bonds. Ouais. Ensuite, 21% de sustainable bonds. Ensuite, on va arriver sur du 20% de social bonds, 13% de sustainable bonds. SLB, on est autour de 2-3%. Et après, transition, blue, tout ce que vous voulez, là, c'est résiduel. Ça a toujours été les green bonds qui dominaient le marché. Oui, sauf pendant la période du Covid, où là, il y a eu vraiment un pic au premier semestre 2020. Les obligations sociales et durables, dans leur totalité, ont dépassé, pour la seule fois vraiment de l'histoire, le montant émis par les obligations vertes sur cette période de l'année. Parce qu'on a la Commission européenne qui intervient, c'est un programme de relance, de soutien à l'emploi, de vaccination, de financement des hôpitaux et des infrastructures. Là, on est dans un cas un peu exceptionnel. Un peu extrême aussi. On va reparler après des social bonds, mais pour revenir sur les green bonds, quel type de projet on peut financer avec un green bonds concrètement ? Aujourd'hui, alors, si vous regardez sur les principes green bonds de l'ICMA, sur leur site, vous verrez les différentes catégories. Dans la pratique, ce qui est le plus financé, c'est les énergies renouvelables, les infrastructures de transport d'électricité, donc ce qu'on appelle les grids, le transport durable, donc les alternatives
avec véhicules électriques. Et ensuite, on va avoir des catégories qui sont un peu moins représentées dans le marché, mais qui sont quand même très usitées. La gestion des déchets, la gestion de l'eau, les infrastructures, etc. Ce cahier des charges, cette définition des projets, elle est définie et communément acceptée. Il y a des activités qu'on ne peut pas financer. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas arriver et tenter d'émettre un green bond en finançant une centrale à charbon. Oui, il y a des règles à respecter quand même. Voilà. Ouais. Mais qui sont assez transparentes et qui existent du coup depuis 2014. 2014, on a commencé à normer ce marché-là justement pour ça, pour éviter qu'il y ait, vu qu'il n'existait pas vraiment de réglementation globale, pour éviter les risques de greenwashing potentiellement, et pour aligner les attentes du marché, on a établi ces catégories qui sont aujourd'hui encore plus claires avec la taxonomie. Ouais, parce que c'est vrai que il y a quelques années, on a quand même eu des cas de greenwashing, ou en tout cas, c'est quand même paru dans la presse, que certains projets financés par les green bonds n'étaient pas vraiment verts aussi. C'est arrivé. Il y a eu, c'était peut-être c'est au début des années 2010, oui, on a eu quelques cas. Finalement, on s'est rendu compte de la nécessité d'avoir peut-être des formats intermédiaires. Et la naissance des SLB en 2018, quelque chose comme ça, venait adresser ce besoin. C'est-à-dire, les SLB, vu qu'on n'est pas financé, enfin, on n'allait pas diriger des flux vers des projets spécifiquement, mais plutôt sur ce qu'on appelle General Corporate Purposes. Donc, c'est ce que je disais, le tout venant de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, on prête de l'argent à l'entreprise, après, elle l'emploie dans la pratique comme elle le souhaite, tant qu'elle respecte une trajectoire plus globale, un mouvement plus global de décarbonation ou de circularité ou de que sais-je. Et puis aussi les obligations de transition dont on a commencé à parler. Puisque l'enjeu, il n'est pas tellement... je pense que l'émetteur qui venait émettre dans une obligation verte, il y a peut-être eu des émissions opportunistes en se disant... je vais peut-être pouvoir émettre un peu moins cher que si j'émettais de manière... encore une fois, je reviens sur le anonyme. Mais il y en a qui étaient sincères sur une démarche de transition et notamment, je pense à des obligations qui venaient d'Asie, où là, les contraintes énergétiques n'étaient pas forcément les mêmes, l'environnement énergétique n'était pas forcément le même. Donc là, on avait vu une émission à l'époque d'efficience énergétique sur une centrale à charbon existante. Et ça, c'était pas... au standard. Donc oui, on a vu... et on a vu aussi toute une période de financement de green buildings. Pardon, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. De green buildings. Green buildings, donc c'est les immeubles verts. La rénovation pour que les immeubles soient à des standards de marché d'efficience énergétique élevée. Et on a vu aussi toute une vague en 2011-2012 où beaucoup d'émetteurs sont venus sur le marché avec finalement, il n'y avait rien à redire, enfin, ça respectait le framework, etc. Mais quel était le niveau d'ambition quand vous pouviez directement venir financer des standards de rénovation qui de toute façon étaient réglementaires dans ces marchés européens? Et pas forcément tout le temps de démarche proactive de l'émetteur pour lier ça à une trajectoire de décarbonation plus globale. Et c'est finalement, je pense que comme le marché... a grandi en maturité, l'attente, elle était peut-être de se dire comment on connecte ça, les émissions ponctuelles, à une stratégie plus globale de l'émetteur. Et c'est finalement, en fait, ce qui est intégré ensuite avec le standard européen et potentiellement les nouveaux standards qui sont sortis là récemment sur les obligations de transition. Ouais. Donc, quand vous parlez du standard européen, vous parlez de le European Green Bond Standard qui a été émis justement l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce standard qui est justement un peu plus strict? Oui, il vient clairement... en tout cas, il est très structuré puisque il demande à ce qu'il y ait un alignement taxonomique, au moins 85%, avec une poche de flexibilité sur 15% si jamais il n'existe pas de standard technique d'alignement au sens de la taxonomie. Et qui demande que pour chacun des projets, on fasse un test de contribution significative à l'objectif de la taxonomie
On vérifie bien que chaque projet n'a pas d'incidence, de préjudice important à l'environnement ou à la société par ailleurs, et qu'il respecte, on va dire, des standards minimums. Plus qu'il se fasse auditer, qu'il y ait un reporting sous un format standardisé pour qu'ensuite tout le monde ait accès à l'information. Donc oui, ça demande quand même de l'investissement au départ. Mais aujourd'hui, on a vu en 1 an et 1 mois ou 2, il y a environ 25 émetteurs, entre 20 et 30 milliards d'émissions qui ont eu lieu, ce qui est plus que ce qui était attendu. Et pourquoi on a des justifications qui commencent à arriver en disant « j'ai déjà structuré ». J'ai eu la CSRD qui m'a demandé de structurer l'alignement de mes activités à la taxonomie et l'alignement aux standards techniques. J'avais potentiellement déjà des green bonds ancien format. Format de l'ICMA, du coup. Exactement. Ouais. Avant l'arrivée de la taxonomie. Donc finalement, transposer, et j'avais déjà une stratégie assez bien articulée de transformation, de transition énergétique au global. Donc finalement, le pas final que de connecter mon ancien Green Bond Framework à la taxonomie n'était pas non plus si... C'est la suite logique. Exactement. Donc je pense que c'est là où la réglementation a finalement aidé. Mine de rien, le passage CSRD, quoi qu'on en dise, même si il est réduit en périmètre aujourd'hui, il a demandé à se structurer. Alors, on a parlé tout à l'heure un peu des social bonds. Vous évoquiez le fait qu'en 2021, on a eu un boom des social bonds. Ce type de dette, ça permet de financer quel type de projet concrètement ? C'est assez divers. Ça peut être donc, sur des infrastructures de santé. On a vu d'ailleurs la vaccination rentrer dans les fonds éligibles après le Covid. L'accès aux services de base. Ensuite, bien sûr, on peut imaginer qu'on a retrouvé dans des obligations thématiques la promotion de l'emploi, et plus particulièrement de l'emploi de certaines catégories sociales. Le logement abordable. Tout ce qui a lieu à le bénéfice pour la société qui serait mesurable. C'est là où ça devient, et c'est ce qui explique que les obligations sociales sont moins présentes que les obligations vertes dans le gisement total, c'est que ça devient plus difficile de mesurer l'impact social et l'externalité positive qu'on peut avoir. Parce qu'on parle d'humains, on parle de personnes. C'est subjectif, finalement, aussi. Oui, alors il y a certaines applications sur lesquelles on peut mesurer à combien de personnes j'ai permis d'accéder à un logement. Mais par exemple, les infrastructures de base éducatives, etc., la notion de mesure de l'impact de ensuite combien de personnes vont pouvoir accéder à des études supérieures plutôt que celles qui n'y auraient jamais eu accès s'il n'y avait pas eu cette infrastructure, c'est beaucoup plus ténu. Et en plus, ça correspond plus à de la mission intrinsèque d'une banque de développement, d'une agence supranationale ou même d'une agence nationale, une entreprise corporate qui est là pour générer du profit sur des activités qui ne sont pas forcément tout le temps complètement orientées vers la société. Et alors, on a évoqué aussi les obligations durables. Finalement, une obligation durable, est-ce que c'est un mix d'obligations green et social ? C'est quoi un peu ? Ouais, c'est ça ? C'est ça. C'est dans le framework. Donc, si on revient sur ce contrat, qui est au départ, l'entreprise, elle vient sur le marché en donnant à l'investisseur, voilà ce à quoi je m'engage. Et dedans, donc, il y a les standards de l'ICMA, c'est-à-dire l'utilisation des fonds sera pour tel type d'applicatif. Voilà comment je le sélectionnerai. Voilà à quel rythme je te donnerai de l'information. Et dans ce contrat-là, on dit l'utilisation de mes fonds pourra être aussi bien être utilisée vers la rénovation de bâtiments et l'énergie renouvelable que vers l'investissement vers des infrastructures de santé. Et ensuite, donc ça c'est son programme, c'est-à-dire qu'elle dit voilà le contrat, et à l'intérieur de ce contrat, je pourrais émettre régulièrement de la dette sur le marché, c'est-à-dire dès que j'ai besoin d'emprunter, je pourrais venir emprunter sous ce format-là. Et à chaque fois qu'elle vient emprunter, donc on sait que c'est durable, donc on sait que ce sera dirigé vers telle ou telle activité. Et à la fin de l'année, au bout de l'année qu'elle a passée à déployer cet argent,
Elle va nous fournir un rapport d'impact, d'allocation de ces fonds. Et dedans, on pourra constater, ah, ok, donc là, quand ils sont venus sur le marché pour se financer de 300 millions il y a 2 ans, aujourd'hui, les fonds, ils vont à 70% vers des applicatifs sociaux. Mhm. Mais il est très possible aussi que l'obligation du même contrat qu'ils ont émis cette année, elle soit plutôt à 70% vers des projets environnementaux. Et cette flexibilité-là, elle est... Enfin, ce qu'on entend des émetteurs, c'est qu'ils aiment bien avoir cette flexibilité. Ça leur permet de ne pas être... ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est assez clé dans la compréhension de pourquoi une entreprise va choisir tel format ou tel format Ouais. ou tel format. La taille de l'entreprise et ses besoins de financement en dette. Parce que pour arriver sur les marchés obligataires cotés, donc là où il y a les clients de la dette durable, les clients, c'est souvent des fonds d'investissement obligataires qui vont investir dans ce qu'on appelle des obligations. Donc, il faut qu'elles soient assez liquides. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'elles soient assez grosses pour qu'on puisse acheter, potentiellement la revendre, pas forcément la détenir à maturité, sur un marché coté. Assez grosse, ça veut dire quoi? Les définitions de taille, c'est au moins 300 millions. Au moins 300 millions pour rentrer dans un indice de marché de green ou social bonds. 300 millions, en fait, dans la pratique, on voit plutôt que c'est 500 millions, voire 1 milliard. Ça suppose que l'entreprise soit très grosse D'accord. derrière. Ouais. Donc, quand vous êtes une PME ou une entreprise, je ne sais pas, qui a besoin d'emprunter au global peut-être 200 millions, mais tous les 10 ans, plutôt que 1 milliard tous les ans, rassembler, enfin déjà vos besoins de financement, ils ne sont pas forcément que pour des applicatifs de verdir l'approvisionnement électrique. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de justement avoir ce type d'obligation durable qui mixe les deux. Exactement, ça leur permet d'être plus flexibles. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui prennent la route du SLB, puisque ils ne sont pas contraints d'avoir au moins 300 ou 500 millions de projets derrière à financer ou refinancer. Les fonds peuvent aussi être utilisés pour couvrir des coûts, des dépenses opérationnelles du quotidien. Ouais, les SLB, justement, c'est un format que beaucoup de cette taille, les entreprises de cette taille prennent justement pour arriver sur le marché de la dette. Exactement. Il y a aussi beaucoup de bonds qu'on voit arriver, c'est les bonds, donc des blue bonds, des obligations bleues, des obligations oranges, des gender bonds, etc. Il y a beaucoup de nouveaux formats qui arrivent sur le marché quand même. Oui, oui. Bah, l'avantage, c'est que 2025, enfin, même si ça a été une année où les volumes globaux ont été un peu en réduction, il y a eu de l'innovation. C'est à quoi différent avec une obligation classique, on va dire, de dette durable, par exemple, une obligation bleue comparée à un green bond? Moi, je le vois comme un zoom. C'est comme un D'accord. zoom sur une catégorie. C'est une thématique qui est techniquement un blue bond, donc une obligation bleue. Elle va diriger les fonds vers les écosystèmes marins ou d'eau douce. La gestion de l'eau, c'est une catégorie des obligations vertes. C'est juste que là, on est encore plus ciblé sur l'usage des fonds et on va peut-être mettre l'emphase un peu plus forte sur voilà, des projets ou des technologies qui vont servir cette économie-là, l'économie bleue. Ça peut intéresser des fonds thématiques, mais à la fin, ça reste une obligation verte. Comme l'obligation orange, Ouais. qui en soi est pour le soutien de l'emploi des femmes et de la diversité, c'est une sous-thématique d'une émission sociale. C'est juste que c'est beaucoup plus explicite. Ça parle potentiellement plus qu'une obligation sociale qui dit potentiellement, j'investirais dans ci ou dans ça, et dedans, il y a le soutien à l'emploi des femmes. Là, on est vraiment sur une émission où on sait que c'est la mission principale. Finalement, c'est la manière de présenter l'émission qui change. Au final, Oui, et l'intensité aussi de la direction des flux, puisqu'on va vraiment, dans beaucoup de frameworks, donc ces contrats, que ce soit vert ou social, on se donne l'opportunité d'aller dans plusieurs catégories. Là, on va être spécifiquement dans une seule catégorie et spécifiquement dans des types de projets. Donc, il y a ce qu'on présente, mais il y a aussi à la fin ce qu'on finance, et ce qu'on finance est beaucoup plus ciblé. Il y a d'autres formats. Hein. On a vu obligation résilience, on a vu Amazon. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que
tout ça, c'est des thématiques spécifiques qui rentrent à l'intérieur des sujets C'est verts, sous-parti. sociaux. Exactement. Moi, c'est comme ça que je le simplifierais. Et alors les transitions, les obligations de transition, justement, est-ce que c'est une autre catégorie de bonds qui arrive sur le marché? Mhm. C'est assez nouveau quand même, les transition bonds. C'est destiné à qui comme émetteur? Très nouveau dans le marché européen, mais le Japon, c'est un peu l'exemple de ce marché-là, que je conseille à tous de regarder si jamais ça vous intéresse. C'est que c'est les plus gros émetteurs sur le marché de la Mm. transition. Le gouvernement était venu avec Les guidelines. exactement, en donnant des guidelines. Si vous voulez rentrer Ouais. dans la politique gouvernementale, enfin souveraine de transition énergétique, voici comment vous pouvez émettre ou structurer. Et donc, en fait, il a éclairé le chemin pour qu'ensuite les corpos viennent émettre. En Europe, on a commencé à en parler il y a quelques années en se disant les émetteurs qui sont dans des secteurs carbo-intensifs, le ciment, l'énergie, etc., n'ont pas vraiment de place dans les obligations existantes, les obligations vertes sociales, puisqu'ils ont des externalités, enfin, c'est encore potentiellement des activités qui sont considérées comme étant trop négatives, il y a trop d'externalités négatives. Donc, il n'y a pas d'espace. Ensuite, le marché s'est potentiellement dit, bon, les SLB peuvent être le relais pour ces émetteurs-là, de ces secteurs-là. Et finalement, il y a une certaine frilosité parce que les clients de SLB ne sont pas forcément les mêmes clients que la dette labellisée. Qui sont plus petits. Ils rejoignent la taille nécessaire pour arriver sur le marché avec la taille indice, 300 à 500 millions. Il y en a moins. Mais ce que je veux dire, c'est que les SLB, vu qu'ils viennent être financés pour leurs dépenses du tout venant, dans la mesure où leur stratégie de transition globale, elle est alignée on n'en a même pas parlé, mais donc du coup, ils ont des indicateurs de performance sur ça. C'est très différent d'un green bond où là, on sait que les flux vont vraiment aller dans tel type de projet. Donc aujourd'hui, dans le marché, il y a des fonds qui sont dédiés à la dette labellisée parce qu'ils savent qu'ils vont diriger les flux vers tel type de projet. Ils ne peuvent pas forcément acheter les SLB parce que dans les SLB, ils ne peuvent pas dire 80% de ce que j'ai financé est parti vers tel ou tel projet. Donc, en fait, quand on regarde le passif, qui achète des SLB, qui achète de la dette durable, on voit qu'il y a plus de fonds vraiment purement dette durable, ESG, dans le vert social durable que dans les SLB. L'arrivée des transition bonds, pour revenir parce que c'était une grosse boucle, elle permet potentiellement de donner une nouvelle catégorie à l'investissement, même pour des fonds ESG. Notamment dans le nouveau contexte SFDR, où on voit une catégorie de fonds qui va arriver sur la transition. Donc, il y a de la place pour des émetteurs qui sont dans des industries carbo-intensives. S'ils arrivent à démontrer, donc en fin d'année, là, 2025, l'ICMA a officiellement sorti des principes, des standards sur les obligations de transition. On a aussi vu des standards venir de la Loan Market Association, qui rajoute un 5e pilier aux standards classiques. Donc, rappelez, les piliers, c'est l'utilisation des fonds, le process d'évaluation, la gestion, le reporting. Et là, on rajoute un pilier qui est sur la stratégie de transition de l'entreprise. D'accord. Donc, on vient connecter, enfin, comment est-ce que les fonds qui vont être utilisés vers ces projets vont participer à la trajectoire globale de transition de l'entreprise, qui est honnêtement assez évident quand on réfléchit à la question de manière plus large. Si une entreprise nous dit « je veux être net zéro à 2050 », ok, quels sont les leviers ? Le premier levier, c'est déjà verdir sa facture d'électricité. Ok, je mets des panneaux solaires sur le toit, je me débranche du réseau et comme ça, je verdis mon électricité. Ok, j'ai réduit cet approvisionnement-là. Ensuite, je change des machines et je suis plus efficient énergétiquement dans ma production. Okay, j'ai réduit scope 1, avant j'ai réduit scope 2. Et puis ensuite, pour réduire scope 3, je vais transformer mes produits. Comme ça, l'usage de ces produits par mes clients sera moins carbo-intensif. Bon, donc pour scope 1 et 2, on peut se dire, en fait, il faut que j'ai potentiellement 1 milliard à investir pour changer mes machines et mettre des panneaux solaires sur le toit. Donc, peut-être qu'en 2 émissions vertes de 500 millions, je
peux atteindre mon objectif de réduction sur scope 1 et 2, qui contribuera à, je ne sais pas, peut-être un tiers de mon engagement net zéro 2050. C'est assez logique. C'est rarement expliqué comme ça. Enfin, ou du moins, ça ne l'était pas avant. L'objectif, c'est que ça évolue vers ça. Avec quand même des critères assez exigeants. Hein. Les projets de transition qui seraient éligibles, il ne faut pas qu'ils viennent ce qu'on appelle emission lock-in. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent créer de nouvelles émissions qui seraient enfermées dans le système. Ils ne sont éligibles que des technologies qui aujourd'hui n'ont pas d'alternative, meilleure alternative. En gros, il faut qu'on soit dans un contexte où c'est la meilleure technologie disponible pour décarboner cette activité. Typiquement, on peut imaginer que dans le ciment, on sait que c'est la chimie de la fabrication du ciment et que peut-être que le changement de four ou changer la composition chimique, ça émettra toujours du carbone, mais si c'est la meilleure alternative disponible aujourd'hui, c'est potentiellement éligible pour la transition. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Avec, pour 2026, la question de, est-ce que ça va être aussi largement adopté que ce qu'on pense. Ouais. Et depuis le début de l'année, est-ce qu'on observe justement pas mal d'émissions de ce côté-là ou pas forcément? Oui, après, on est encore tôt dans l'année pour se positionner par rapport à la sortie des standards en 2025. On a vu quelques émissions et la réaction du marché est assez bonne. De toute façon, le marché primaire a été assez robuste depuis le début de l'année. Maintenant, il faut un peu de temps généralement parce qu'on a besoin de vivre des cycles de marché pour voir si jamais est-ce que la liquidité est impactée, comment est-ce que les spreads. Donc là, on parle la prime de risque embarquée derrière cette dette, comment elle se comporte. Est-ce que le fait que ce soit une obligation de transition, ça change quelque chose par rapport à une obligation traditionnelle? Il y a certains émetteurs qui sont très intéressants à connaître en Europe parce qu'ils ont un peu exploré tous les formats. Comme dans les utilities, on peut imaginer Snam, par exemple. C'est un distributeur de gaz en Italie. Ils ont des obligations normales, obligations de transition, obligations green bond ancienne version, obligations green bond nouvelle version européenne. Alors bien sûr, en fait, c'est une courbe d'émissions, donc des émissions avec des maturités différentes, des coupons différents. Donc la nature du marché obligataire fait que les comportements peuvent varier en fonction de est-ce que c'est une obligation à 2 ans, 5 ans, 10 ans, parce que l'environnement macroéconomique vient interférer avec cette courbe. Mais on peut imaginer aussi je crois qu'ils ont je me demande s'ils n'ont pas aussi un SLB. Enel, par exemple, historiquement, c'est aussi un gros émetteur de green bond et de SLB. C'est d'ailleurs eux qui ont émis le premier SLB, non, en 2019. Ouais. C'était le premier. Et ils ont émis aussi, d'ailleurs, l'année dernière aussi. Voilà, ils ont d'ailleurs communiqué sur le fait que c'était un instrument qui leur avait permis de mener leur transition et qu'ils n'avaient pas forcément, qu'ils reverraient la nécessité de l'utiliser ou pas. Mais ça, c'est des démonstrations. Je pense que sur notre lot de utilities européennes, on a plein de cas, Enel, Iberdrola, EDP, Snam, de cas où l'articulation entre la stratégie globale de l'entreprise sur sa transformation était très bien intégrée avec sa stratégie de financement. Et c'est pas forcément aussi lisible dans tous les secteurs. Et sur les SLB, parce que donc là, ça fait quelques années qu'on a les premiers SLB. C'est quoi un peu votre point de vue sur cet instrument finalement qui est assez différent de la dette des autres obligations de dette durable? Moi, regardant aussi pas juste le marché investment grade, donc des plus grosses sociétés matures, mais aussi le marché à yield avec mes collaborateurs, l'arrivée des SLB, ça a quand même permis d'ouvrir l'accès au marché durable aux entreprises qu'on appelle à haut rendement. Pourquoi? Parce que généralement, elles sont plus petites, plus cycliques, plus risquées, elles ont moins de besoins en financement. Et du coup, pour ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément besoin de 300 millions régulièrement pour financer des projets complètement verts. En revanche, donc besoin de financement moindre, mais ils avaient quand même des projets en place et une stratégie de transformation. Ça a permis de donner une voie et un espace de financement pour ces entreprises-là.
On a vu d'ailleurs, on avait fait une étude sur... on avait sélectionné des émetteurs qui étaient justement pas sur le marché des grains de monde, sur la base de leur stratégie de décarbonation. Et sur une échelle de 2 à 3 ans, entre 2019 et 2022, on avait plus de 50% de ces émetteurs qui étaient... Alors, c'est vraiment une étude propriétaire, pas se fier à ça, c'est pas forcément tout le temps vrai, mais qui étaient venus émettre ensuite sous un format SLB ou green, en montrant que une fois qu'il y a une maturité sur le plan stratégique de transformation, venir intégrer le plan de financement et en parler, c'est assez logique. Enfin, c'est tout bénef. Finalement, le coût, il n'est pas énorme, hein, le coût financier. Donc, ça a cet avantage-là, et ça, je pense que ça le gardera. L'effet taille relatif, il y a juste des sociétés qui resteront trop petites pour atteindre les tailles nécessaires pour les autres marchés. En revanche, on a vu des abus en termes des niveaux d'objectifs qui se mettent. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, dans un SLB, le coupon, il bouge. Donc le coupon, vous le savez, hein, c'est ce qui va être payé à l'investisseur qui prête chaque année. Donc c'est le taux d'intérêt, en gros. Donc chaque année, on va payer potentiellement sur une obligation émise à 100, on va payer 5 chaque année. Si jamais, au bout de 5, par exemple, l'émetteur choisit, bon bah voilà, mon obligation, elle va durer 7 ans, mais au bout de 5 ans, je m'engage à avoir réduit mon scope 1 et 2 de carbone de 30%, et je m'engage également à avoir plus de produits circulaires. Et si je respecte ces objectifs, bon, bah, très bien. Si je ne les respecte pas, j'ai une sanction qui se matérialise par un paiement de coupons supérieur, potentiellement, je ne sais pas, 20 centimes, 50 centimes. Donc, au lieu de payer 5, je paierai 5,5, etc. Ça va dans la mesure où c'est ambitieux. Mais comment savoir si c'est assez ambitieux? Et comment savoir si les engagements, en fait, sont ambitieux, si les targets sont assez hautes? C'est ça le problème des SLB. Et en fait, si on a la ressource de le regarder, tout le monde n'a pas forcément des équipes dédiées, des experts qui vont aller regarder ses ambitions, les mettre en relatif de la trajectoire de l'entreprise, en relatif de son secteur, pour discriminer en fait les niveaux d'ambition. Donc la plupart du marché l'a un peu pris comme ça venait, en se disant bon bah si le coupon augmente, ce sera un peu tout bénef si je suis dedans. Je pense qu'en fait c'était pas forcément beaucoup d'investisseurs ESG. Dans la pratique, on a vu après l'invasion de l'Ukraine, on a vu les premiers manquements aux objectifs donc, de décarbonation, notamment d'une entreprise qui fait de l'électricité en Grèce, mais en dehors de son contrôle. Il y a eu un bouleversement géopolitique, on a eu des problèmes d'approvisionnement, il a fallu continuer de faire tourner les centrales, donc le décommissionnement s'est fait moins vite que prévu. Le marché n'a pas sanctionné l'obligation. Ouais. La prime de risque n'a pas été impactée. De manière générale, ce qu'on observe, c'est que à ce stade, hein, on va voir, parce que là, on est en train d'avoir un peu toutes les nouvelles des objectifs à exercice fin 2025 ils nous communiquent si jamais ils sont remplis ou pas, même si on arrive quand même un peu à voir en avance. La réalité, c'est que on voit pas forcément un impact prix sur la courbe de risque globale de l'émetteur très fort sur le manquement de l'objectif, tout simplement parce que les entreprises, généralement, elles communiquent en amont, elles préviennent le marché. On a beaucoup de cas qui sont liés qui ne sont pas vraiment dans le contrôle de l'entreprise. Du moins, on peut comprendre que je devais décarboner, mais en changeant, je sais pas, en changeant mes avions. On a eu un cas là avec Air France. Ouais. Sauf qu'il y a eu des retards d'approvisionnement de mes fournisseurs et du coup, bah... Jamais de la faute de l'entreprise, en fait. C'est toujours des Si, il y a des cas où... Il y a des cas où l'entreprise a tout simplement pris du retard, pas priorisé certains projets. Mais il y a des cas aussi où c'est en dehors de leur contrôle dans la mesure où les commandes ont été passées, les produits auraient dû être changés, c'est ça mécaniquement qui faisait baisser l'intensité, les produits ne sont pas arrivés. Mais la pénalité dans les SLB, c'est un marché qui est toujours un peu ambigu parce que ça ne va que dans un sens, il n'y a qu'une pénalité pour l'émetteur. L'investisseur, finalement, ce que je suis en train de dire, c'est que il n'y a pas vraiment de pénalité pour l'investisseur potentiel. Et ce qui serait un bonus pour l'émetteur. Si je me mets des objectifs très, très ambitieux et que je les respecte, l'émetteur pourrait se dire,
du coup, je paierai moins de coupons. Ouais. C'est tout un débat aussi. Encouragez-moi à être plus vertueux. D'une certaine manière, en subventionnant le fait que je fasse des efforts, plus d'efforts que le reste du marché. Et ça, le marché s'est pas développé comme ça. Donc finalement, c'est ce qui a un peu, pour moi, c'est ce qui limite un petit peu la croissance du marché des SLB. Parce que c'est que 2%, c'est ce que vous mentionniez au début, c'est ça le marché Ouais, des 2-3% du Ouais. marché global. Un marché qui a Typique. quand même pas mal grossi, surtout à l'époque où la BCE les avait inclus comme éligibles dans le programme de rachat d'actifs. Et on voit là des émissions depuis le début de l'année. C'est juste que on voit pas que ça va pas détrôner les green bonds ou les autres types d'obligations. Mais il y a une demande. Mais encore une fois, c'est que vu qu'il n'y a pas aujourd'hui, l'offre, elle vient d'acteurs qui sont quand même plus petits, donc il faudrait quand même qu'il y en ait plus. Que c'est pas forcément encore un format qui est très démocratisé en dehors de l'Europe. Il y a quand même plus d'émetteurs européens. Il faudrait que ça se diffuse. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a moins d'investisseurs complètement dédiés ESG dedans. Ouais. Puisqu'on ne peut pas avec certitude démontrer qu'il y a de l'additionnalité dans ce qu'on a donné. Vu qu'on fournit un financement, mais potentiellement, ce financement-là ne va que dans le pire des cas, paiement de dividendes. Mais quand je dis pire des cas, c'est juste parce que là, on est quand même très très loin de financer un projet de transformation. Mais on ne le contrôle pas. Ce qu'on finance, c'est la stratégie globale de l'entreprise en se disant c'est une entreprise qui met tout en œuvre pour transitionner de manière effective. Et ce que vous mentionniez au début justement aussi de la conversation sur le fait que certains émetteurs ne voulaient plus partir avec des obligations de dette durable, notamment aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous observez aussi arriver en Europe ou c'est vraiment concentré sur les États-Unis pour le moment? On a on voit des émetteurs qui ont émis des obligations vertes qui ne viennent pas refinancer sous le format vert. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2026, c'est une grosse année d'échéance du marché des obligations vertes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup dans le gisement donc des obligations vertes existantes qui vont arriver à maturité cette année. Et donc, qui vont cette année ou en 2027. Et quand on arrive dans ces 2 ans avant, on appelle ça la fenêtre de refinancement. C'est-à-dire que dans la gestion de sa trésorerie, une entreprise, elle va toujours optimiser. OK, donc là, ma dette, elle arrive à maturité bientôt. Dès que j'ai une fenêtre où les taux d'intérêt sont favorables, où je sens que le marché va être réceptif, j'avais 500 millions, ils arrivent à maturité, donc je vais réémettre 500 millions ou plus. Donc, ça va être une période assez charnière pour voir si jamais le refinancement se fait également sur le format vert ou social ou le format initial. Et aussi, est-ce que l'adoption du format EU Green Bond se fait plus largement? Que finalement, tout ce qui est durable devient de plus en plus normal peut-être pour certains émetteurs. Donc, est-ce qu'on n'arriverait pas à peut-être potentiellement un jour déplacer le marché de la dette durable sur la dette normale? On a vu grossir le taux de capture des émissions primaires. On va rester en Europe. C'est-à-dire que le taux de capture dans les besoins de financement qui sont capturés par ce qu'on appelle le primaire. Donc le marché primaire, c'est le marché où on voit la dette arriver en circulation. Et c'est de la création de nouvelles dettes qui peut être pour du refinancement de dettes existantes ou financement de nouvelles dettes. On a vu sur les 3 dernières années, une proportion grandissante de cette dette qui était sous le format vert ou durable pour notamment le marché investment grade, donc de bonne qualité de crédit. Mais de mémoire, même si, et là je m'excuse parce que je n'ai pas regardé les chiffres récemment, même si on a été à 25-30%, en Europe pour du investment grade, donc vraiment dans le meilleur des cas, on n'a pas encore vu assez de catalyse pour que ça le dépasse. En revanche, ce qu'on voit, c'est des méga-tendances. Et actuellement, la méga-tendance qui est le nez au milieu de la figure, c'est l'électrification et besoin d'électrification liée à l'IA et déploiement de data center. Gros sujet. Voilà. Ça, on le voit déjà se matérialiser par des émissions de ce qu'on appelle asset-backed securities. Donc, on est sur des émissions de dette
qui sont indexés ou liés à des actifs spécifiquement, donc à des data centers, puisque si les data centers sont installés avec des normes d'efficience énergétique enfin, au-deçà d'un certain niveau de consommation énergétique, ils peuvent être éligibles aux catégories de produits obligations vertes. Il n'y a pas que le data center, il y a comment on l'approvisionne en électricité. Notamment en Europe, le mix énergétique plus vert et même le fait que les renouvelables soient la source la plus rapide et la moins chère de déploiement d'électricité fait que ça fait des projets aussi qu'on peut ensuite repackager et financer en obligations vertes. Tout comme le réseau de connexion entre la production d'électricité, le data center et la ville. Où tout ça, ça rentre, c'est éligible. Et pour le coup, on sait qu'on doit... c'est quoi les besoins d'électricité? 1000 TWh pour l'IA d'ici à 2030. Donc ça pourrait développer des green bonds, en fait. Ouais, en gros, développer des green bonds. On va dire que c'est l'IA et les besoins d'électrification en stockage d'électricité, etc., qui peuvent ensuite être financés sous forme de green bond ou asset back ou tous les formats de dette labellisés. En tout cas, ça pourrait être éligible s'ils sont aux standards de marché suffisants. Même s'ils posent des questions aujourd'hui de gestion de l'eau, des ressources. S'ils sont au niveau d'efficience optimum, ils seraient potentiellement éligibles et ça veut dire que tous ces investissements-là, à la fin, ils vont aussi vers la transition. Vous, pour les quelques mois qui arrivent, l'année qui arrive, vous gardez quoi à l'œil précisément? Voilà, il y a des choses spécifiques. L'adaptation au changement climatique, la résilience. Ça ne se traduit pas encore dans le marché de la dette durable comme étant significatif, mais c'est comme si, vous savez, c'est un truc dont tout le monde parle. L'adaptation au changement climatique? Oui. Et le financement de ces investissements, le refinancement sur ce marché-là des projets pour la résilience. Parce que ça, on ne l'a pas vraiment mentionné, je l'ai évoqué au début, mais aux États-Unis, il y a énormément d'investissements qui sont dirigés à la fois vers des projets qui pourraient totalement être éligibles aux obligations vertes. C'est juste que ce n'est pas labellisé, mais la préservation de l'eau, déploiement d'électricité et notamment de nucléaire ou renouvelables, les réseaux de distribution d'électricité, des projets de résilience émis par des municipalités et des gouvernements locaux. La résilience, c'est quoi? C'est adapter ces infrastructures pour être plus résistants aux chocs, aux cyclones, aux canicules, aux cyclones ouragans, aux sécheresses, etc. Et ça, l'adaptation, ça devient, vu qu'on a pris du retard de toute façon sur notre transition, en fait, maintenant, on va être en... Ça devient obligatoire. Oui, mais on a un stress sur le produit économique mondial qui est attendu. Dès qu'on fait des scénarios un peu stressés, nos institutions financières sont impactées assez massivement. Notre PIB, et la création de valeur économique, elle est très vite impactée par ces destructions massives et les besoins d'investissement pour la reconstruction, si on est dans ces cas-là. Donc, il y a un besoin, et c'est les sujets qui ont été fortement touchés sur les dernières COP, et c'est le seul sujet, je pense, qui est admis dans les conversations aux États-Unis. OK pour parler de résilience face aux événements extrêmes, parce qu'en fait, on ne peut pas les ignorer. Mais bon, voilà, on ne va pas faire juste baisser les émissions pour faire joli. Mais en tout cas, on ne va pas ignorer le fait qu'on a des incendies chaque année, qu'on a des primes d'assurance qui augmentent de manière exponentielle et de manière inflationniste, qui deviennent une source d'inflation assez forte dans certaines régions du monde. Et que tout ça... ça doit s'anticiper. Ça, on s'attend à ce que ça devienne un thème plus structurant de la dette durable. D'accord, qu'il y ait des produits, des émissions justement qui se développent liées à justement cette adaptation au changement climatique. Des projets d'adaptation et de résilience. On en a vu un venir de Tokyo. Et en fait, quand on regarde les projets liés à la transition climatique, on a quand même beaucoup qui ont aussi qui peuvent être connectés avec des projets liés à l'adaptation. Donc ça, c'est une attente. Les obligations de transition, bien sûr, à surveiller parce que
Maintenant que ça se standardise, on peut imaginer d'être agréablement surpris, comme pour les Green Bond Standards. Et bien sûr, mais même si là, on est quand même à moins court terme, c'est l'évolution SFDR, qui introduit vraiment de manière très claire une catégorie de fonds qui serait sur la transition. Et du coup, pour la partie, donc si on investit en actions, là ça se démontre autrement, mais si on investit en obligataire, un fonds de transition obligataire, il aurait tout intérêt, ça serait aussi bien et fléché que d'investir que dans de la dette labellisée et potentiellement la dette labellisée transition. Ça, c'est potentiellement un mouvement qui peut encourager aussi être, vous savez, une force qui va pousser les émissions de transition. On arrive à un nouveau cycle, peut-être de la finance durable et de la dette durable aussi, quoi. Oui, même si on attend toujours vraiment le moment d'accélération. Faut pas oublier que le marché de la dette durable, c'est finalement la version, c'est une partie visible de ce qui est fait dans l'économie réelle. Le plus important, et c'était l'objectif de ce marché de la dette durable, c'est qu'on accélère et qu'on mette plus de flux vers la transition écologique et sociale. Oui, exactement. Et ça, c'est un autre sujet. Est-ce que on va réussir, parce que est-ce qu'on va réussir à atteindre l'échelle nécessaire? C'est ça la grande point d'interrogation. Peut-être que ça va accélérer, peut-être que ça va permettre au marché de décoller un peu plus, mais derrière, c'est pas juste l'offre, la dette durable, la demande intermédiaire structurée, un marché où il y a des fonds qui peuvent acheter ça et qui sont bien fléchés, mais c'est aussi la source de l'épargne, que ce soit les investissements publics ou les investissements privés. Quel est l'intérêt d'aller flécher son épargne vers des produits durables, dont la dette durable, pour un épargnant, et pour participer à cet effort-là. Et ça, c'est un gros enjeu. Et en fait, je pense que tant qu'on n'a pas toute cette chaîne-là qui est bien alignée, on reste en décalage par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Merci beaucoup, Marie. Plaisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Talk Finance Responsable. Le Talk Finance Responsable, un podcast idée l'info durable, présenté par Ariane Khosrowshahi.